Empruntez les chemins insoupçonnés que vous offre la vie. Ici Soraya et chaque mercredi, je vous emmènerai au cœur de nouvelles réalités. Au programme, auto-guérison, psychologie pratique, neurosciences, souveraineté intérieure et bien d'autres thèmes qui élargiront vos horizons pour vivre, mourir et renaître en toutes circonstances. Vous écoutez le podcast des chemins insoupçonnés. Bonjour à tous, chers auditeurs. Je vous souhaite la bienvenue au tout premier épisode de ce podcast, de cette première saison de podcast des chemins insoupçonnés. Le premier épisode va traiter des mystères de la prise de décision et je suis ravie de pouvoir échanger sur cette thématique avec vous. Tout simplement parce que la prise de décision, on l'ignore, mais tout au long de notre vie, on l'ignore peut-être, mais tout au long de notre vie et surtout de notre quotidien, nous sommes amenés à prendre des décisions conscientes et ou inconscientes, importantes ou moins importantes, et souvent dont les conséquences sont soit inconnues, espérées, attendu. Bref, pour moi, j'ai trouvé ça pertinent de commencer ce processus des évolutions, des transformations, des transitions, mais aussi de la connaissance de soi par les prises de décision. Dans la mesure où nous ne prenons pas de décision, finalement c'est aussi une prise de décision en quelque part, nous sommes confrontés à ce que la vie nous pousse à. La vie nous pousse à. Et souvent, nous créons un environnement intérieur qui ne correspond absolument pas à ce que l'on aurait voulu imaginer, mais qui est juste le résultat de processus inconscients qui finalement fait croire que nous avons un pouvoir de décision limité. J'ai tendance à dire oui, mais non. Alors bien évidemment, nous n'avons pas des positions de responsabilité nationale, internationale, etc. Mais nous avons la plus grande des responsabilités, c'est celle de notre existence sur Terre, dans un premier temps, mais aussi de notre entourage proche et plus élargi au fur et à mesure en fonction des aspirations de chacun. L'impact sera plus ou moins non seulement intense, mais aussi plus ou moins élargi, mais en fonction de parfois des critères qui nous échappent. Alors j'ai divisé cet épisode en 4 parties. On verra d'abord les étapes d'une prise de décision. Je vous présenterai toutes ces étapes-là parce que lorsque vous connaîtrez un peu plus en profondeur les étapes, vous saurez les identifier en vous-même et donc clarifier votre état intérieur. Qu'est-ce qui influence la prise de décision ? Ça sera dans un deuxième point. Une fois que les étapes seront plus ou moins bien définies, je vais vous présenter ce qui pourrait influencer nos processus de décision et comment pouvoir soit s'en détacher, parfois on n'a pas forcément de mainmise sur certaines influences, mais aussi parfois les utiliser pour nous connaître, approfondir la connaissance de nous-mêmes et donc enrichir, si je peux dire, notre état intérieur informationnel pour de meilleures prises de décision futures. Nous sommes uniques, je pense que vous le savez, mais ça se manifeste évidemment dans la prise de décision, dans aussi l'influence, l'impact des prises de décision dans notre quotidien, mais aussi dans des décisions un peu plus importantes dans nos vies, qui nous impactent directement, notre vie sur Terre, mais qui peut impacter l'entourage et un entourage beaucoup plus large, une vie beaucoup plus large. On naviguera
dans la théorie, la théorie économique mais aussi psychologique, à valoriser, à étudier, à structurer, à penser la prise de décision en situation d'incertitude. On verra un petit peu simplifier le tour de la théorie. On verra dans quelle mesure elle est pertinente, dans quelle mesure on peut l'utiliser dans notre quotidien, mais aussi dans quelle mesure on peut comprendre le mode de fonctionnement de la société et donc, par exemple, des médias, politique, marketing, publicité, communication, et savoir naviguer, savoir aussi reconnaître certains pans dont les buts ne sont pas forcément à notre avantage. Et justement, je terminerai par la récupération mercantile du processus de décision. Oui, pour moi c'est important d'en parler dans la mesure où j'ai constaté au fur et à mesure de non seulement mes expériences personnelles, mais aussi mes observations, analyses, recherches et expériences dans le monde digital, qu'en fonction des personnes, il y a certains paramètres qui vont changer de personne à l'autre, eh bien, les réponses vont être soit validées extérieurement. On aura besoin de validation extérieure parce que nous ne sommes pas forcément capables seuls de prendre assez de recul, d'avoir un point de vue plus global, de ne pas y mettre de charges émotionnelles qui vont orienter les prises de décision, etc., etc. Donc des points de vue extérieurs peuvent aider, orienter, guider, accompagner certaines personnes, mais je mets un mais, parce que attention à ne pas créer une sorte de dépendance par rapport à des personnes qui certes auront les compétences nécessaires pour vous accompagner, mais le but, encore une fois, c'est le risque de l'addiction, le risque de la dépendance, quelque part, de rechercher toujours des réponses à l'extérieur. Et ce n'est pas évident lorsque l'on franchit, lorsqu'on aborde des situations, des transitions personnelles, professionnelles, transformationnelles. Personnelles et professionnelles, je les mets un petit peu dans le même panier, dans la mesure où ce sont des processus intérieurs qui se manifestent à l'extérieur, que ce soit dans notre sphère privée, intime, mais bien évidemment sur le reste. Donc même si on a les meilleurs coachs, aujourd'hui il y a des coachs même en prise de décision. Alors, j'ai été moi-même, pas coach, mais conseillère en prise de décision, et Dieu seul sait à quel point c'est une grande responsabilité que de pouvoir allier notre propre intuition, notre propre regard sur la situation que rencontre une personne, donc l'allier à des connaissances du fonctionnement général d'un être humain, pouvoir personnaliser, le spécifier, et surtout avoir en quelque sorte une responsabilité quelque part sur les choix que prendra une personne qui vous donne, qui vous octroie quelque part un pouvoir, quelque part une confiance, je dirais, sur le regard que vous portez. Et bien que beaucoup pensent que de toute façon vous êtes libre de faire vos choix, etc., bon, pour moi ça reste une phrase, mais à partir du moment où nous impliquons notre énergie, nous impliquons notre regard, nous impliquons notre attention, alors selon moi il existe une responsabilité à prendre en considération et donc une prudence sur notre état intérieur, que ce soit en termes d'intention, que ce soit en termes de stabilité aussi, et que ce soit en termes d'enjeux. Donc je ne prends pas à la légère les accompagnements des personnes qui sont
dans des situations intérieures pas évidentes et surtout qui vous font confiance. Alors sans plus tarder, les étapes d'une prise de décision. Alors c'est quoi une prise de décision, hein? Je vais voir ça de manière très simple, hein, finalement. Je dirais une prise de conscience. Une prise de décision, attention, je le distingue d'abord d'un passage à l'action, d'une action extérieure. Une prise de décision, pour moi, selon moi, c'est quelque chose d'intérieur. Lorsque je prends une décision intérieure, d'abord, elle devrait être claire, hein, elle devrait être claire à l'intérieur de nous-mêmes. Bien évidemment, c'est en fonction des situations, en fonction de la prise de décision en elle-même. Disons que pour une situation importante, qui nous semble importante, dont les enjeux nous semblent importants, je vais prendre l'exemple de la santé d'une personne qui fait face à des difficultés au niveau de la santé. Cette personne-là a eu des signaux tout au long de sa vie, des petits signaux, des signaux qu'elle n'a pas forcément écoutés parce que ça continue à fonctionner et tant qu'on peut continuer à fonctionner, rien n'est grave. Donc ces petites alarmes, ces mini-alarmes, si je puis dire, ne sont pas écoutées, ne sont pas entendues et peut-être parfois sont étouffées. Il arrive un jour où il y a quelque chose, une situation extérieure se manifeste. Cette personne a des enfants et voilà, elle se rend compte, je vais prendre un papa qui joue avec ses enfants, il se rend compte que il s'essouffle assez vite, il ne peut pas aller au bout d'un jeu physique avec ses enfants qui en demandent. Il aimerait faire plaisir, il aimerait partager ces moments, il aimerait justement prendre le temps de partager ce moment-là, mais physiquement ça ne suit pas. Cette personne peut prendre conscience de cette situation parce qu'il y a derrière une charge affective, si je puis dire, qui va venir se greffer à cette prise de conscience. Donc voilà, la prise de conscience de la situation. Aujourd'hui, j'ai tel âge, je veux partager des moments avec mes enfants, des moments privilégiés avec mes enfants, où un lien fort s'installe, mais je ne m'en sens pas capable. Aujourd'hui, qu'en est-il de ma santé ? Qu'en est-il de moi en tant que personne, mais qu'en est-il aussi de ma présence auprès de mes enfants ? Donc première étape, c'est la prise de conscience d'une situation. Voilà, souvent c'est un élément déclencheur extérieur qui fait en sorte que vous prenez conscience que quelque chose ne va pas. On le sait depuis longtemps, mais il y a un élément qui se manifeste et qui va nous forcer quelque part à voir. Voilà, c'est comme si on fermait les yeux et que cet élément-là nous force à ouvrir les yeux et à regarder cette situation en face de vous. Quand je dis situation en général, ce sont des émotions, c'est une situation intérieure, c'est réellement émotionnel. Pourquoi est-ce que je ressens cette chose-là, ce malaise ? Je vais essayer de l'identifier, déjà de l'accepter en tant que tel, de le regarder en face en tant que tel. Et je vais donc identifier cette prise de conscience. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui donc que je suis dans cette situation-là, que ça me gêne et que du coup ce malaise-là va vouloir me pousser, il y a donc un élan intérieur à vouloir changer cela. Donc ces changements
vient d'un élan intérieur par rapport à une prise de conscience. Lorsque j'identifie cette prise de conscience, pour certaines personnes, ça peut être ça peut être un intérêt, ça peut être aussi un désir. Exemple, je désire ce que je n'ai pas. Bon, c'est souvent le cas. Ou une envie, ça peut être quelque chose dans le quotidien, une envie, une impulsion, une pulsion, un élan. Tout ça est mis dans le même panier, c'est pas évident à identifier. Ce n'est pas évident à identifier quelle est la différence entre une pulsion, une impulsion, un désir et un réel besoin. Certains vous diraient que de toute façon, peu importe, il faut suivre ses désirs, il faut suivre ses envies. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon d'aborder les prises de décision, pour la simple et bonne raison que parfois les désirs de quelque chose viennent se manifester par rapport à un manque qui s'est produit lors de l'enfance, etc., etc. Le fait d'avoir manqué d'eux nous pousse à désirer l'opposé. Et donc on croit que finalement c'est la mission, que c'est notre vie, que c'est le but, que c'est notre dessein à poursuivre. Personne qui a manqué d'argent va avoir le désir de posséder de l'argent. Une personne qui a manqué d'amour va avoir le désir de s'entourer d'amour. Vous voyez, c'est ce genre de désir dont je parle, ce qui est issu d'un manque et qui finalement nous maintient emprisonnés dans ce manque-là. Puisque si l'on aborde l'opposé, si l'on passe sa vie à rechercher ce qui nous a manqué, c'est que finalement on est emprisonné, on n'est pas encore libéré. Nous n'avons pas passé l'étape, transcendé ces désirs qui sont issus de manque. Certains pourraient peut-être dire que les désirs en eux-mêmes sont issus de manque. C'est possible. C'est fort possible. Mais identifier les besoins des désirs, je crois que c'est un élément pour moi assez important, voire primordial. Dans l'identification de la prise de conscience, chacun va fonctionner différemment. Et c'est là où vous allez voir à quel point vous pouvez vous identifier à un ou plusieurs points que je vais aborder. Parce que aujourd'hui j'entends souvent, surtout dans la sphère coaching, développement impersonnel, etc., j'en passe. On fonctionne beaucoup par slogan, c'est très américain. D'ailleurs, ça vient de là-bas, on fonctionne beaucoup par slogan. Just do it. Il ne suffit pas de, il faut... avec des phrases, très impersonnelles, les fameuses phrases affirmatives qu'il faut répéter sans cesse pour s'auto-suggérer en font partie. Sur une des choses sur lesquelles nous sommes d'accord, c'est que prendre des décisions, identifier une prise de conscience va se situer partout ailleurs que le mental. Pour certaines personnes, elle va se situer au niveau émotionnel. Donc, il y a des personnes qui vont avec l'enthousiasme, la joie, elles vont être confrontées à une situation, à une prise de conscience d'une situation, et elles voudront changer. Donc, disons, pour caricaturer, passer d'un point A à un point B. Et ce qui va les guider, ça va être leurs émotions. L'enthousiasme, mais ça peut être aussi la peur. Encore une fois, la peur de manquer, la peur de perdre, va aussi nous pousser à prendre conscience d'une situation. Mais en fait, avec cette émotion-là, ce que je pourrais conseiller, c'est que bien que
il y ait une émotion intérieure qui se manifeste par rapport à une prise de conscience, bien que ce soit la joie, l'enthousiasme, je conseille fortement d'attendre, de se retrouver dans un état de clarté mentale suffisant pour pouvoir poursuivre la prise de décision et encore plus passer à l'action par la suite. Émotion, émotion par définition c'est le mouvement. Donc ça vient du latin emo et movere. Movere c'est se mouvoir, mettre du mouvement, se mouvoir, et donc ça vient de ex en latin qui indique une mise hors de, c'est mettre hors de. Vous voyez, c'est comme expulser, c'est mettre hors de. Ça a été raccourci en e, donc on a enlevé le x, et on a retrouvé emovere qui donne émotion. Donc l'émotion c'est un mouvement, finalement. C'est un mouvement, d'ailleurs on voit que l'expression des émotions est souvent liée à des mouvements. Certains beaucoup plus visibles que d'autres. Mais en tout cas, il y a un paramètre essentiel dans le mouvement. Voilà, il y a des personnes qui vont être énormément dans les émotions, d'autres vont plus écouter leur cœur. Donc là, ça va être le cœur qui va guider dans cette situation-là. Et souvent, la question qui est liée au cœur, c'est est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Voilà, ça c'est une question à se poser. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Le cœur, lié à la volonté. Il y a des personnes qui vont ensuite utiliser leur intuition. Intuition, instinct, on a du mal à distinguer les deux. Pour ma part, je vois l'intuition comme une sensation persistante. Je ne saurais pas la définir autrement. Une sensation persistante, très subtile. Et par rapport à l'instinct, je le vois plus comme quelque chose d'instantané. Instinctivement, c'est vraiment très animal, c'est ce qu'on a hérité, c'est notre héritage évolutionnaire au niveau du règne animal que nous portons en nous, grâce à nos instincts qui sont liés au schéma de survie et de reproduction. L'instinct est donc instantané. Ça a certainement la même racine d'ailleurs, et par rapport à une situation, dans une prise de décision par exemple, rapide, l'instinct, une personne qui va suivre son instinct va avoir beaucoup plus de chances de se retrouver dans la situation désirée, du moins de se détacher de la situation non désirée. Pour ma part, en ce qui me concerne, c'est, je dirais, un jeu entre l'instinct et le cœur. Parce que souvent, les prises de décision sont instinctives et très 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 rapides. C'est physique, c'est comme un effleurement instantané, mais si je loupe, si je rate, si je ne suis pas à l'écoute à ce moment-là de cette information, alors quelque part après, hop, le mental risque de prendre le dessus. Le cœur aussi intervient, encore une fois en fonction des situations, en fonction des prises des décisions, etc. Le cœur aussi intervient par rapport à la volonté. On considère quand même comme une personne, volontaire dans l'action, qui va chercher ce qu'elle veut. Donc voilà, pour moi c'est ce que j'ai identifié. Est-ce que vous, si vous pouvez faire soit observer la manière dont vous prenez conscience de quelque chose et le message physique que ça fait en vous. Est-ce que l'impulsion, l'élan est plutôt émotionnel, c'est « Ah, je suis trop contente, je suis en joie, enthousiaste » ou alors « J'ai peur ». Souvent la peur n'est pas évidente à identifier. Souvent même, il y a une confusion entre l'intuition et la peur, d'ailleurs. C'est pour ça que les personnes qui répètent bêtement « Suis ton intuition », « Écoute ton intuition », il suffit de suivre ton intuition. Non, pas du tout, il ne suffit pas de suivre son intuition. Comme je l'ai dit une fois
dans une des petites vidéos, c'est trop facile de dire suis ton intuition. Mais c'est quoi? Comment je fais? Si toute ma vie, je n'ai jamais été amenée à suivre mon intuition et que je l'ai étouffée, soit par moi-même, soit parce que mon environnement a favorisé ça, et que d'un coup, du jour au lendemain, on me dit de suivre mon intuition, je suis désolée, je ne sais pas comment faire, malheureusement. Donc c'est toute une rééducation, quelque part, de se reconnecter à notre intérieur, et ça commence très souvent par le corps. Donc avant toute action, tout passage à l'action, qu'est-ce qui va guider la prise de décision? C'est une recherche de modification. On veut modifier une situation, qu'elle soit encore une fois intérieure ou extérieure. On veut intervenir. Donc il y a ce sentiment-là d'intervention. Donc il y a cet élan, ce mouvement qui vient intervenir. Est-ce que c'est nécessaire ou non? Ça dépendra encore une fois de la personne, de la situation, de la perception de son importance, etc. C'est là qu'intervient la notion de choix. Et je voulais vous en parler justement. Je dis avant toute action, il y a une recherche, on veut modifier, voilà, on veut modifier la situation dans laquelle on se trouve, mais je dis parfois on se confronte à la détresse d'avoir trop de choix. Et oui, malheureusement, c'est un peu une des tares que j'ai constatées dans les sociétés où les possibilités sont très diverses, du moins les possibilités extérieures, organisationnelles, sociétales, sont très grandes. Et c'est ce qui pousse les personnes à ne pas faire de choix, ce qui est un choix en soi, mais qui se sentent perdues face à la possibilité de tous les choix possibles. C'est-à-dire que je peux tout être et finalement je ne sais pas comment je veux ce que je veux. Parce que si vous vous placez dans une situation où vous n'avez a priori, je ne peux pas dire pas le choix, mais des choix beaucoup plus restreints par rapport à l'environnement dans lequel vous vous trouvez, je peux vous dire qu'en général, il y a moins de souffrance liée à la prise de décision. Et oui, il y a moins de souffrance lorsque notre environnement nous offre moins de choix possibles. Ça me fait rappeler une petite anecdote que j'aimerais partager avec vous. Cette anecdote m'avait vraiment marquée et sur la notion de choix et donc de prise de décision. J'étais dans une petite ville en Kabylie, donc au nord de l'Afrique, en Algérie. Et on était plutôt en ville. C'est une région montagneuse, donc même dans certaines villes, vous avez des hauts et des bas, des montées, des descentes, etc. Et je me souviens que là j'étais en train de marcher avec quelqu'un et je voyais une femme qui apparemment venait plus de la montagne, de par ses vêtements. Elle était assez âgée. Elle portait de gros sacs sur son dos et à ses mains, et elle marchait. En fait, elle montait la côte, qui était assez raide. Elle marchait, au bord de la route. Donc il y avait des passages, il y a du passage, des voitures, des motos, des personnes à pied, il y a de tout qui passe. Et cette personne-là, quand je l'ai vue, la personne qui était avec moi m'avait dit « Ah, elle est intelligente dans le sens où elle préfère marcher plutôt que d'aller prendre le bus ou la voiture pour faire ses courses, rentrer chez elle. » Et donc par rapport aux citadines, parce qu'il y a de grands fléaux par rapport à cela en Afrique en général, et puis dans tous les mondes qui sont envahis par le mode de vie occidental, j'ai envie de dire. Et donc, les points négatifs qui vont avec, par exemple le sucre, l'alimentation industrialisée, etc. Donc les personnes, pour eux,
vont adopter ce mode de vie-là, parce que en termes alimentaires, hein, je donne un exemple, ça va être plus valorisé d'avoir une barre de céréales d'une marque connue, ça va être un signe de richesse, plutôt que, je sais pas moi, prendre des fruits de sa région qu'on a connu toute sa vie et qui sont absolument pas valorisés aux yeux de la société. Voilà, c'est un peu la mentalité générale de ça. Et donc, le mode de vie qui accompagne, les maladies qui accompagnent, arrivent donc les maladies qui accompagnent ce mode de vie. Et comme dans l'aspect citadin, les femmes sont beaucoup moins, sortent moins à l'extérieur, souvent ne sont pas actives en termes de travail extérieur, donc sont beaucoup moins amenées à se déplacer à l'extérieur, marcher, c'est vu comme quelque chose d'entre guillemets de négatif. Pourquoi je vais marcher si je peux prendre un taxi, un bus? Ça n'a aucun sens d'aller faire une randonnée ou une balade. Cette notion-là n'existe pas. Justement, c'est se reposer qui va avoir plus de sens parce que la marche, l'activité physique va être rapportée à quelque chose de douloureux des ancêtres ou des anciens qui avaient des conditions de vie difficiles. Donc voilà. Un petit peu pour caricaturer et résumer. Donc par rapport à ça, moi j'avais répondu que cette femme-là, ce n'est pas parce qu'elle elle dit oui, l'activité physique est bonne pour la santé, je vais marcher 30 minutes par jour, c'est bon pour mon système cardiovasculaire, ma circulation, etc. Mais pas du tout. Je disais que cette femme n'avait pas le choix. Elle n'avait juste pas le choix. Elle n'a ni voiture, certainement, elle ne conduit pas, ni personne pour la ramener, peut-être pas les moyens de prendre le bus, et elle était obligée de sortir de chez elle à ce moment-là pour récupérer des choses dont elle avait besoin et de revenir. Point. Et qu'elle n'avait pas le choix, elle ne s'est même pas posé la question, est-ce que je prends ci, je prends ça, je marche. Donc là, la notion de prise de décision, elle est claire et nette dans son quotidien. C'est qu'elle est restreinte par ses possessions quelque part, ce qui est dans ce cas-là à son avantage, puisque elle ne s'en rend sûrement pas compte. Mais finalement, le fait d'être restreinte matériellement va lui donner la vigueur qu'une autre personne qui est dans un autre confort et dans une autre mentalité, et qui est donc dans un autre état d'esprit, avec plus de choix, avec moins de rigueur et de vitalité. Donc voilà, et c'est là où je me suis rendu compte que finalement la notion de choix est vraiment liée, les prises de décision sont liées au choix, et il y a certaines prises de décision qui sont absolument ni douloureuses ni autres, parce que c'est comme ça. Donc les prises de décision sont liées à les choix, les possibilités de choix que l'on peut rencontrer dans notre environnement direct. Donc j'ai trouvé ça très intéressant en faisant un parallèle avec les personnes qui ont tellement de choix et qui souffrent de ce choix-là et de la liberté de ces choix, quelque part. De la liberté c'est incroyable de souffrir de la liberté des possibilités qui nous sont offertes. Voilà donc pour les étapes d'une prise de décision. Donc vous avez la prise de conscience d'une situation. Donc là, on parle véritablement d'une recherche de modification. On veut intervenir après avoir pris conscience d'une situation intérieure ou extérieure, déplaisante, non satisfaisante. On identifie cette prise de conscience. Par quel moyen ? Par l'écoute intérieure. Donc à nous de savoir si nous fonctionnons plus par l'instinct, l'intuition, le cœur, l'émotion. En gros, tout sauf le mental. Et savoir quel choix, connu ou inconnu, j'ai ou que je me donne d'avoir, d'imaginer. Voilà, en résumé, les étapes d'une prise de décision. Maintenant, qu'est-ce qui influence notre prise de décision ? Je vous retrouve tout de suite pour faire le point sur les différents paramètres qui influencent notre prise de décision.
Alors, qu'est-ce qui influence notre prise de décision? Il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, la mémoire, nos mémoires, ce qui est connu, ce que l'on a appris et intégré dans les mémoires cellulaires. Il y a une étude comme ça en psychologie du développement, notamment chez les nourrissons, chez les nouveau-nés particulièrement, qui vont identifier les préférences d'un bébé pour telle ou telle musique. Et en fait, par rapport aux recherches, en gros, soulève le fait que les enfants, les bébés, les nourrissons même, donc sont dirigés vers telle musique en fonction de la musique ou les sons qu'ils ont entendus dans leur ventre, enfin dans le ventre de la maman. Si la maman était plus à même d'écouter tel son, il va y avoir une intégration des informations, donc une mémorisation dans les cellules du fœtus. Et lorsqu'il sera petit, alors il montrera des préférences pour telle musique. Par exemple, la musique, si la maman a écouté de la musique classique pendant toute sa grossesse, un enfant sera plus à même de manifester un intérêt plus prononcé pour cette musique classique, parce qu'il a mémorisé ce son-là, qui pour lui est familier. En fait, c'est le sentiment de familiarité qui va influencer la prise de décision. Donc parfois, on peut croire qu'on est libre dans nos prises de décision, mais un sentiment de familiarité va influencer notre prise de décision. Donc là, ce que j'en conclus par rapport à la mémoire, c'est que plus on est exposé à des expériences différentes au cours de notre jeunesse, plus on va avoir une palette de mémoires différentes, plus le sentiment de familiarité sera étendu. Et donc, on sera moins restreint par nos mémoires dans nos prises de décision. Ensuite, la résistance au changement, c'est un facteur qui influence notre prise de décision. La peur du changement, enfin certains vous diront, vous appelleront ça la peur du changement, c'est vraiment la résistance au changement. Naturellement, certains diraient que l'être humain est un être d'habitude, du moins dans sa programmation première, dans sa programmation dans ce système. Les habitudes sont, elles, source de sécurité subjective, donc de connu. Et donc le fait de changer est difficile parce que le changement des habitudes est difficile, donc il y a une résistance au changement qui va influencer les prises de décision. Nous préférons ne pas forcément prendre de décision parce que ça impliquera des changements plus ou moins importants. Ensuite, un autre facteur qui va influencer la prise de décision, c'est la notion de risque. Ben oui, si on prend une décision sur un chemin, entre guillemets, inconnu, une nouvelle aventure, une nouvelle exploration, certains vous parleront de risque, parce que l'aboutissement n'est pas connu. C'est aussi lié à la peur de se tromper. Certaines personnes vont douter, vont stagner dans leur prise de décision, tout simplement parce qu'elles ont peur de se tromper. Et de se tromper, c'est-à-dire, on va vous parler de bonne ou mauvaise décision. Derrière ça, il y a la notion de confiance qui vient s'ajouter, et il y a la notion aussi de connaissance de soi. Si, peu importe les décisions que je prendrai une fois que je l'ai décidé, et ça souvent, ce sont des personnes qui utilisent leur tête, les calculs, et avec qui pour qui la notion de confiance est très importante. Et quand je dis la confiance, c'est vraiment la confiance en ses compétences, en ses ressources intérieures, pour que de toute façon, peu importe le choix que je décide d'aborder dans la vie, j'y ferai face, j'assumerai, parce que je sais que j'ai les connaissances et les ressources intérieures nécessaires pour pouvoir
aborder la vie. Donc il y a cette confiance en nos ressources, mais il y a aussi la confiance en la vie, si je puis dire. Parce que la confiance en nos ressources seules, il y a énormément d'influence et de force qui nous dépassent et qui nous influencent aussi. Les prendre en compte est aussi un facteur qui va influencer les prises de décision. Non seulement moi je m'intéresse à mes ressources intérieures, je sais quelles sont mes ressources intérieures, donc la notion de risque finalement n'existe pas, puisque je n'ai pas peur de me tromper, je sais que quoi qu'il arrive, peu importe la décision que j'ai prise, je sais que je serai responsable, que je ferai face et que les forces autour seront favorables dans cette prise de décision-là parce que je l'ai décidé. Donc un autre facteur d'influence, ce qui accompagne cette peur de se tromper, il y a aussi le sentiment de perte. Encore une fois, c'est un rapport avec la notion de choix. Ce sentiment de perte est lié au choix. Si vous êtes dans une situation que vous ne voulez plus, ça peut être une situation intérieure, ça peut être une situation extérieure, ça peut être la perception ou ce qui émane d'une situation extérieure comme élément déclencheur par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous voulez vivre. Encore une fois, on va caricaturer si on veut passer d'une situation A à une situation B. B étant une situation meilleure, si possible, qu'une situation A. Imaginons que vous ayez élaboré un tas de possibilités avec des finalités différentes. Toutes ces finalités étant plus ou moins incertaines, toutes ces finalités étant plus ou moins désirées, par un ordre, disons, hiérarchique. En choisissant une direction, vous aurez l'impression de perdre toutes les autres possibilités. Lorsque vous raisonnez de cette manière-là, c'est que vous êtes dans un processus mental. Et donc, l'indécision sera d'autant plus importante. Ce sentiment de perte, je le répète, c'est un sentiment. Ce sentiment de perte vous fait croire à une sorte de séparation, de discrimination entre les différentes possibilités pour lesquelles on a uniquement une valeur quantitative. Si je vais dans cette direction-là, si je choisis cela, c'est que je devrais lâcher toutes les autres possibilités et donc lâcher les résultats possibles que je pense qui me seront offerts. Donc une fois, ça ramène la personne à stagner et ça lui ramène encore plus de confusion, plus de doute et donc de non-prise de décision finale et de non-passage à l'action puisque finalement on peut rester pétrifié quant au risque potentiel. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est? Donc on choisit finalement de ne pas choisir, ce qui est encore une fois un choix. Ce sentiment de perte, selon moi, est illusoire, est erroné. Nous croyons perdre des choses qui n'existent pas. Je pense que dans ce cas, il serait bien de revoir les fondements de notre prise de conscience. À quel moment se poser la question de pourquoi est-ce que je veux ça ? Et repartir sur la base qui est comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que j'ai pris conscience de cette situation-là et comment faire confiance non seulement au choix potentiel vers lequel je m'oriente, tout en faisant confiance à des forces extérieures. Même si nous créons des réalités dans lesquelles nous naviguons, il y a d'autres forces qui peuvent nous guider, nous orienter, en fonction de la confiance que l'on accorde à ces forces-là. Non seulement ça nous soulagera, ça soulage cette fausse charge, mais en plus ça pointera la responsabilité sur ce qui est plus important, et non sur les résultats que
que bien que nous les voulions, hein, si nous faisons un choix, si nous mettons en place des actions, si nous choisissons, si nous mettons en place des projets, etc., si nous œuvrons dans une direction, c'est que finalement c'est pour avoir des résultats. Même si le processus rentre en ligne de compte, mais d'une manière très importante, mais le résultat est quand même, un certain résultat est quand même désiré. On ne rentre pas dans une action sans forcément attendre à avoir une espérance du résultat. Maintenant, s'accrocher au résultat, s'attacher affectivement, émotionnellement à un résultat, c'est là où se trouve le piège. C'est là où on se retrouve détaché du processus et donc de l'attention portée au moment présent. Donc le sentiment de perte est lié à la notion de choix. Tant que je pense avoir une multitude de choix, tant que je pense perdre quelque chose, et non tout à y gagner à pouvoir enclencher des actions qui ouvriront des portes, qui ouvriront d'autres portes, et puis qui changeront peut-être de trajectoire, qui réajusteront, etc., etc. Cette manière de voir les choses, je pense, paralyse, fait stagner la personne, et donc rentre dans un processus de souffrance, parce qu'elle ne s'ouvre pas aux potentialités de la vie, et qu'elle raisonne de manière quantitative. Et qui est donc totalement déconnecté de la vie, qui est connecté au mental, mais qui est connecté de l'intuition, des mondes intérieurs, du cœur, de l'instinct, des émotions. En premier lieu, nous avons vu les étapes d'une prise de décision. Vous vous souvenez, ça commence par la prise de conscience d'une situation que l'on désire pas, que l'on veut voir changer. Une fois qu'on a pris conscience, on identifie cette prise de conscience. Ça nous aide dans notre mode de fonctionnement, dans la connaissance de notre mode de fonctionnement. Observez la manière dont vous prenez les décisions. Donc dans ces étapes de prise de décision, il y a beaucoup d'observation et c'est ce qui nous permet d'avoir des éléments sur notre mode de fonctionnement et qui nous aideront par la suite à prendre, entre guillemets, des meilleures décisions. Des décisions plus adéquates et plus sensées qui correspondent véritablement à nos aspirations, à ce que nous sommes, à ce que nous voulons réellement et à ce que nous désirons explorer sur cette terre-là. Ensuite, on a vu ce qui influence nos prises de décision, à savoir les mémoires. Donc, attention, lorsque vous prenez des décisions, parfois ces décisions-là peuvent être biaisées par rapport au sentiment de familiarité. Donc, des changements et des transformations réelles ne peuvent pas forcément avoir lieu si les mémoires et les sentiments de familiarité rentrent en compte. Il y a la résistance au changement que nous connaissons bien. La notion de risque et la peur de se tromper, ça influence également la prise de décision. Donc c'est là où la notion de confiance intervient. Il y a également les informations. À quelles informations ai-je accès et quelles en sont les sources ? Et le contexte dans lequel nous nous trouvons. Encore une fois, ça c'est pour les prises des décisions au sens large. Est-ce que je suis dans un contexte plutôt personnel, intime, avec un entourage proche ? Est-ce que je suis dans un contexte plutôt professionnel, un contexte social, un contexte socio-économique ? Donc là, la prise de décision sera différente, ce qui va influencer l'impact sur nos choix. Puisque lorsque je vais être dans un autre contexte, imaginons professionnel, je vais être aussi amenée à prendre en compte d'autres influences, donc d'autres
par exemple d'autres volontés, d'autres intuitions, d'autres instincts, si nous voulons coopérer dans une même direction, dans une collaboration par exemple professionnelle. De la même manière, dans un contexte familial, c'est la même chose avec une approche affective différente, certes, mais les paramètres d'influence des prises de décision vont aussi jouer dans le contexte, dans un contexte hostile, également dans un contexte hostile et dans un contexte plutôt serein, les prises de décision, les prises de conscience et l'accès à notre intuition, par exemple, sera différente dans un contexte hostile par rapport à un contexte plutôt serein. Et enfin, ce qui influence ces prises de décision, c'est le sentiment de perte et donc la notion de choix. Dans le sentiment de perte, il y a ce point de vue-là, cette vision plutôt quantitative, analytique des choses, qui nous fait perdre notre connexion avec le réel élément déclencheur, le réel centre intérieur, qui fait en sorte que cette question ne se poserait même pas si l'on avait accès à quelque chose de plus profond, plutôt que si l'on avait accès au mental pour prendre des décisions, ce qui n'est véritablement pas le bon choix. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de ce podcast sur les mystères de la prise de décision. On y abordera les 2 derniers points. Le premier, ça sera la prise de décision en situation d'incertitude. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on verra un petit peu ce qu'en dit la théorie, notamment la théorie économique et la théorie psychologique. Pour finir sur la récupération mercantile du processus de décision. Là, vous verrez à quel point il est important, j'insistais sur le fait de savoir se connecter à son mode de fonctionnement interne pour pouvoir prendre les meilleures décisions afin de ne pas être ou d'éviter les influences néfastes, du moins qui ne nous arrangent pas et qui ne vont pas dans notre sens, dans un sens bénéfique de notre vie. Donc, mieux vaut se connaître, mieux vaut apprendre à connaître son propre mode de fonctionnement, le propre mode de fonctionnement des prises de décision, et ainsi ne être le moins influencé possible par la récupération mercantile de cette connaissance-là. Je vous dis à tout de suite pour la suite.